Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Pierre Verberen. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Médecins du Monde Belgique, oui. Donc une ONG qui intervient notamment pour aider les réfugiés qui sont en demande de soins. Et c'est de ça dont on va parler avec vous ce midi. On a le sentiment qu'on fait face ces derniers jours à une nouvelle crise de l'accueil des candidats réfugiés. Est-ce que c'est une perception exacte ou pas ? Oui, donc on est aujourd'hui à une encablure de reproduire le scénario qu'on a connu en septembre, donc c'est absolument inutile. Il y a à ce stade-ci près de 1000 personnes qui sont en attente d'être enregistrées par l'Office des étrangers, dans le dispatching de faits d'asile également. Et donc, on a le risque, si on ne reprend pas des mesures rapides pour élargir, mais j'entends que le gouvernement est en train de changer d'opinion, donc ça se fait pour l'instant, on va retrouver une situation comme celle qu'on a connue au parc Maximilien. Ouais, ça veut dire qu'on a le danger d'avoir de nouveau des gens qui dorment en rue. On dit qu'il y avait 150 personnes qui étaient hors dispositif hier soir. Il y en a un certain nombre, on l'a vu dans un reportage journal, qui ont trouvé des points d'hébergement dans des églises ou auprès d'auberges de jeunesse ou d'associations. Il y en a quand même une trentaine qu'on a mis dans la rue. Ça veut dire qu'on pourrait avoir de nouveau un parc Maximilien, que ce soit au parc Maximilien ou ailleurs, des gens qui dorment en rue ? Oui, c'est le danger. Alors, c'est sûr que l'approche de l'hiver fait que on va hésiter à deux fois avant de laisser s'installer des tentes parce que les températures vont être trop basses. Ça va être des conditions de vie compliquées. Dès qu'il commence à pleuvoir sur le parc Maximilien, on l'a vu, c'est un terrain de boue, donc ce n'est vraiment pas du tout idéal, évidemment. Donc, on va tout faire pour éviter que des personnes se retrouvent à devoir loger en sous-tente devant le parc Maximilien. Mais le risque est là, Et pour l'instant, de toute façon, on est obligé d'activer toute une série de réseaux comme les églises, comme le SAMU social. Et donc, c'est le citoyen, c'est la solidarité chaude qui doit s'organiser. C'est bien. Si la solidarité est chaude, c'est-à-dire si le citoyen contribue à un effort dans lequel tout le monde avance, c'est une bonne chose. Si les institutions jouent ce jeu et qu'il y a une belle articulation entre les deux, ça peut fonctionner. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt une rupture entre la solidarité chaude du citoyen et l'activité du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que c'est le gouvernement fédéral qui ne joue pas le jeu ou qui ne prend pas ses responsabilités ? Oui, je pense qu'on doit aller sur base des constats qui sont les nôtres, c'est-à-dire quand on voit les chiffres de consultation, le type de maladie, donc quand on est sur le plan strictement scientifique et analytique, on voit que le gouvernement pourrait, parce qu'il en a la capacité, pourrait être plus en articulation avec les différents acteurs. Fait d'asile fait ce travail, au niveau de l'Office des étrangers pas, et au niveau du gouvernement pas non plus. Ouais, le fait d'asile, c'est l'accueil, donc c'est après qu'on soit passé devant l'Office des étrangers. On y reviendra dans un instant, mais je voudrais d'abord revenir, vous nous avez dit c'est en train de bouger. Donc on sait qu'un des problèmes, c'est le nombre de dossiers qu'examine chaque jour l'Office des étrangers. Il était à 250, il a été ramené à 150 ces dernières semaines. C'est ça qu'il faut changer, c'est ça qui pourrait être en train de changer. Il est 12h30 là quand on se parle. Visiblement, vous attendez une décision. Vous y allez sur votre la décision vient d'être prise. Donc, Fait d'asile vient d'annoncer qu'il est en capacité de nouveau de recommencer avec 250 personnes enregistrées par jour. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle là à l'instant. Maintenant, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que des villes comme Munich, qui ne sont pas mieux dotées que Bruxelles, sont capables d'enregistrer entre 6 000 et 10 000 personnes par jour. Ça signifie que sur le plan technique, il n'y a pas de problème à faire ce genre de choses. C'est-à-dire que la barrière des 250, voire des 150, elle est artificielle. La barrière est artificielle, enfin elle est liée au local dans lequel c'est fait, mais on peut tout à fait décentraliser l'enregistrement, c'est pas un problème, c'est fait partout en Europe, le HCR fait ça partout dans le monde. Nous voyons, nous, des capacités d'enregistrement partout dans le monde en tant qu'ONG humanitaire internationale qui sont bien au-delà des 250, et donc fixer la barre des 250, c'est la volonté de garder un certain type de gestion en deçà du flux réel des demandes d'asile. C'est idéologique. C'est un choix politique. Ouais. Ça veut dire que c'est Theo Franken qui n'a pas voulu qu'on aille au-delà des 250. Est-ce que c'est une manière de décourager les demandeurs d'asile potentiels ? C'est probablement ce calcul qui est derrière. Et si c'était le cas, moi je ne suis pas dans la tête de M. Franken, donc je trouve qu'il ne faut pas surinterpréter les choses. Par contre, ce que nous pouvons dire à travers la réalité que nous voyons partout en Europe, en Grèce, à Lesbos, en Turquie également, en Jordanie, en Syrie, etc. Ce que nous pouvons dire, c'est que même si certaines gesticulations d'un pays particulier par rapport à un autre vont faire en sorte que pendant quelques semaines,
le flux sera moins grand, hein, les gens vont choisir une autre destination. Hein. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que le flux sera suffisamment fort que pour que la Belgique doive prendre sa part. Et donc, on ne fait que reporter quelque part à quelques semaines, quelques jours, une arrivée de toute une série de personnes qui ont besoin de l'asile en Belgique. Ouais, on a pourtant dit à un moment que le flux semblait se tarir. On était à 5400 demandes pour le mois de septembre, on est descendu à 4700 pour le mois d'octobre et la communication c'était oui, c'est en train de se résoudre, le flux diminue. C'est pas correct. Ce n'est pas correct et nous attendons à ce qu'on ait un mois d'octobre plus important que un mois de novembre, pardon, plus important que le mois d'octobre, parce qu'il suffit d'allumer sa télévision et de voir ce qui se passe dans les différents pays de l'Union européenne, et il n'y a pas de raison que la Belgique ne prenne pas sa part dans cet effort-là. Qui arrive aujourd'hui? Est-ce que ce sont toujours majoritairement des Syriens, des Irakiens? On sait qu'il y a aussi un flux d'Africains qui passent par la route des Balkans. Oui. Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous confirmez qu'il y a aujourd'hui plus de femmes et d'enfants que les réfugiés qui arrivaient dans le courant de l'été? Alors, on doit pouvoir confirmer, mais dans nos consultations, on voit un changement dans les populations. On est plus sur des personnes qui viennent de Somalie, d'Érythrée, donc de pays qui sont dans des situations extrêmement compliquées, et moins de personnes qui viennent de Syrie et d'Irak, tout en gardant des proportions assez significatives. L'Afghanistan reste également un pays d'origine fort, donc plus de 10% viennent d'Afghanistan. Donc on doit pouvoir travailler sur ces nouvelles données. Et plus de familles. Sur les familles, ça c'est tout à fait clair. On assiste à un doublement des femmes et des enfants dans nos consultations et de façon plus générale. Dans ceux qui arrivent en septembre-octobre. C'est quoi l'explication? On se dépêche de traverser la Méditerranée ou de rentrer en Europe par la route des Balkans avant que l'hiver arrive, où on se dit tiens, l'Europe est en train de progressivement fermer ses frontières, il faut qu'on passe maintenant, c'est ça qui se passe? C'est d'abord la situation intenable qui existe au pourtour de la Syrie, c'est également la situation intenable qui existe en Libye. Il faut savoir que s'il y a un an, être un migrant qui voulait rejoindre l'Europe et qui s'arrêtait en Libye, il s'arrêtait 1 an, 2 ans, le temps de constituer les moyens financiers pour payer le passeur. Aujourd'hui, les passeurs sont rentrés dans une telle violence qu'ils exigent cela en 15 jours, en 1 semaine. Et donc, il y a une pression sur le migrant et sur sa famille pour qu'il y ait un financement du passage. Donc la pression est extrêmement forte avec une violence qui est terrible. Donc bien en amont de savoir quel est le comportement de l'Union européenne par rapport à ces migrants, il y a la situation que vivent ces migrants dans les pays de transit comme la Libye, mais également comme la Jordanie, la Turquie et le Liban, dans lesquels les camps sont pleins à craquer et dans lesquels des situations de criminalisation de ces camps sont en train de se vivre. Alors on va parler de votre travail, à vous, médecins du monde. On l'a dit, donc il y a plusieurs centaines de personnes en attente. C'est les candidats réfugiés, ils n'ont pas encore le statut, ils doivent passer devant l'Office des étrangers. Après, ils seront hébergés par fait d'asile. Donc vous intervenez dans la première étape du processus. C'est-à-dire qu'on intervient chaque fois qu'il y a un manque, chaque fois qu'il y a un souci. C'est quoi les pathologies, puisque vous êtes médecin, c'est quoi les pathologies sur lesquelles vous devez intervenir? Alors moi, je ne suis pas médecin, mais je dirige une organisation médicale et ce sont les pathologies, essentiellement les pathologies du quotidien et les grandes pathologies chroniques. Donc on se retrouve avec des problèmes qui sont ceux des personnes à la rue, donc qui vivent à la rue, c'est-à-dire des problèmes respiratoires, des problèmes dermatologiques, des problèmes musculaires, donc qui sont liés au froid, qui sont liés aux mauvaises conditions de logement. Et puis alors, on se retrouve avec toutes les pathologies dont les gens souffraient déjà avant leur départ, des diabètes, des infections diverses, qui, elles, doivent absolument être prises en charge sur le long terme. Et là, on sent qu'il y a une difficulté des autorités à se dire mais oui, il faut le faire et il faut le faire le plus vite possible parce que plus on laisse ces pathologies s'installer et se chroniciser, plus c'est compliqué à les prendre en charge par après. Alors pendant l'été ou l'automne, vous étiez aux côtés de la plateforme citoyenne dans le parc Maximilien. Vous y avez mis votre Béinibus, qui est l'autobus médicalisé dont vous disposez. On a évoqué 175 consultations par jour, c'est un chiffre exact? Oui, donc on a fait plus de 3000 consultations dans le parc Maximilien. Après, quand nous avons déménagé vers le quai de Willebroek, on était à une trentaine de consultations par jour, donc les consultations avaient fortement diminué. Le quai de Willebroek, il n'y a pas d'émergement nocturne. Voilà. Juste donc on faisait du 24 heures sur 24 dans le parc Maximilien, 7 jours sur 7. Au quai de Willebroek, on faisait que l'après-midi et en soirée. Mais aujourd'hui, on voit que
de ces 30 consultations, on est déjà passé à au-delà de 50. Donc il y a de nouveau une demande de plus en plus forte qui est en train de poindre. Ouais. Qui est-ce qui paye ? Alors, qui paye? C'est d'abord la générosité des gens. Donc, essentiellement, c'est des médecins bénévoles, des infirmiers bénévoles, des interprètes bénévoles, des accueillants bénévoles. Et je leur rends hommage. Il y a plus donc de 350... Donc, il y a des médecins, il y a aussi des infirmières, il y a... Donc, des interprètes. Et donc, il y a vraiment plus de 350 personnes qui sont passées dans le parc Maximilien ou au Quai Louis le Brook. Et ça, c'est pour Médecins du Monde. Mais il y a une expression volontaire extrêmement forte. Il y a d'autres ONG et puis il y a la plateforme citoyenne. Exactement. Par après, on a la COCOF qui a donné un petit subside. Donc la COCOF, c'est la région bruxelloise. La région bruxelloise francophone, qui a mis 20 000 euros pour financer l'activité d'urgence. On a 2-3 entreprises qui ont également mis un peu de moyens. Et donc, on sent que le bénévolat, les pouvoirs publics locaux ou régionaux, des entreprises et des grands donateurs, des gens qui ont un peu de moyens et qui sont prêts à financer, eh bien, fait qu'au bout du compte, on va réussir à continuer ce service. Mais aujourd'hui, vous avez les moyens de faire face à votre mission ? Voilà, aujourd'hui, si cette solidarité continue et donc on voit continuer à arriver du bénévolat et des dons de temps à autre, on peut continuer à faire face. Ouais, alors au passage, on signale qu'il y aura sur Télé Bruxelles une opération pour vous soutenir. Oui. Ce sera le 2 décembre. Merci. Je voudrais revenir sur le quai de Willowbrook. Vous y êtes toujours présent. Oui. Vous continuez d'y travailler, mais avant, sur le parc Maximilien, il fallait le faire, ce parc ? Vous avez tiré une expérience positive de ce qui s'est passé ou à refaire, oui. Vous vous dites non, on n'aurait pas dû héberger et finalement on aurait dû laisser l'État fédéral assumer, ou les autorités d'une manière globale assumer leurs responsabilités et pas pallier au manque. A posteriori, on peut toujours refaire l'histoire. Ce parc, personne ne l'a voulu. Il s'est construit tout seul. Et puis progressivement, il s'est institué. Et la question qui se pose, c'est de savoir si on aurait dû l'instituer ou pas. C'est-à-dire mettre des tentes, mettre des latrines, avoir un dispensaire de soins, avoir le SAMU social qui a une permanence là, de l'eau, etc., etc. Donc de toute façon, c'était un fait. Il y a trop de gens qui cherchaient à être proches de l'Office des étrangers, et ces gens n'ont pas attendu que Médecins du Monde ou qui que ce soit décide d'installer un camp parc Maximilien. C'est comme Calais, personne n'a décidé d'installer 6 000 personnes à Calais. L'État français vient d'être condamné. Voilà, Médecins du Monde a fait condamner l'État français. C'est Médecins du Monde, tout à fait. France qui est intervenu. Ça veut dire que si on avait de nouveau un parc à Bruxelles, vous pourriez mettre la pression de la même manière sur l'État belge ? C'est-à-dire que toutes les conditions d'accueil ne sont pas respectées. Donc on pourrait faire condamner l'État belge sans problème. Ce n'est jamais une victoire de faire condamner un État, que ce soit l'État belge ou l'État français. C'est toujours une défaite pour tout le monde, c'est toujours une défaite pour la collectivité. Donc il faut d'abord négocier. Et je pense que ce qu'on a vu à Bruxelles, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'arriver à des situations comme Calais pour remettre les acteurs en ligne. Donc on a eu la ville de Bruxelles qui a fait son travail. Après, on a eu le fédéral qui a commencé à faire son travail, qui fait marche arrière. Il y a de nouveau un problème. Et donc il faut remettre les acteurs en ligne. Ouais, alors il me reste moins de 2 minutes. On sait que l'hiver approche. Il va aussi falloir trouver des moyens, que ce soit vous, le SAMU social de la ville de Bruxelles, la Croix-Rouge ou d'autres opérateurs pour l'accueil hivernal des sans-abri. Ce qu'on fait traditionnellement, c'est le plan hiver. On va pouvoir mener les deux de front ou pas ? On doit mener les deux de front, et il est hors de question de jouer un jeu où une précarité chasse l'autre et fait oublier l'autre. Il y a des gens qui sont dans une situation intenable. Ouais, mais vous avez un Medibus, par exemple. Il peut servir aux deux ? Mais nous avons installé un dispensaire au parc Maximilien qui était bien plus que le Medibus. Ouais. Donc on a installé ce qu'il faut. Le quai Louis le Brook aujourd'hui pourrait devenir un dispensaire de soins pour toutes les personnes qui en ont besoin. Je pense qu'il faut vraiment envoyer des messages comme quoi ce sont les mêmes organisations qui s'occupent de la précarité en général qui aujourd'hui tendent la main aux réfugiés. On a beaucoup lu sur les réseaux sociaux notamment qu'il fallait choisir et peut-être privilégier nos SDF, si vous répondez à ceux qui propagent ces arguments-là. Il faut faire en sorte que l'ensemble des gens qui ont des droits puissent les exercer. Et donc c'est le rôle d'une organisation comme la nôtre d'y veiller et de pousser les autorités à le faire. Heureusement en Belgique, nous sommes encore dans une situation où ça peut se faire, où il y a un possible dialogue. C'est pas toujours facile. De temps en temps, on a envie de s'énerver. La semaine dernière, je dois avouer que je me suis énervé. Vous avez dit ceci n'est pas une crise, c'est pas vrai, c'est les autorités qui ne font pas leur travail. Exactement. Ouais. J'ai eu des mots un peu plus durs même, mais aujourd'hui, il faut renouer un dialogue pour mettre les habitants, la solidarité chaude, les communes, la région et le fédéral en ligne et arriver à avoir une réponse coordonnée pour un nombre assez significatif de demandeurs d'asile, parce qu'il va y en avoir plus.
Merci Pierre Verberen d'avoir été dans l'interview. On rappelle l'information qui est tombée ce midi, c'est le nombre de dossiers examinés par l'Office des étrangers qui était à 150, qui repasse à 250 par jour. Demain, c'est Asita Kanko qui sera l'invité de l'interview. À demain.